Comme vous l'avez compris, Violaine est une conteuse d'aventures humaines. Merci beaucoup. Merci pour ce à partage. vous en tout cas. Alors, on a décidé de changer un peu les codes au CJD. Beaucoup de gens ont assisté à des formats qui s'appellent les TEDx. Au lieu de faire des TEDx, on a décidé de faire des CJDX. Voilà. Et pour commencer, on a un jeune JD qui n'est pas très connu dans le mouvement, qui n'intervient pas souvent. Je vous demande d'accueillir Aurélien de la section Lorraine. La première fois que j'ai entendu Violaine, moi, ça m'a... Idéaliste, mais je suis idéaliste. Complètement. Et puis j'ai envie d'aller vers Oikonomia. Et en plus, j'ai des chaussures 1083. Et tout d'un coup, j'entends une question. Papa, c'est quoi ton modèle économique? Entre deux parties de Lego, Arte Journal Junior et les batailles de nerfs, il me pose la question là, qui est importante. Cette question qui aujourd'hui me semble si évidente, si essentielle. Pourquoi tout est parti d'un constat aberrant? On en a entendu parler. La concurrence qui baisse les prix. Ces ressources qu'on tord là. Est-ce que vraiment on prend soin de nos boîtes, nos collaborateurs, nos ressources? En fait, l'entreprise, elle vend plus et plus cher. Le client, lui, veut moins et moins cher. Donc notre système, il est tout le temps en friction comme ça. Ben moi, ça, j'en veux plus. Je ne veux pas bosser pour ça. Pourtant j'ai plein d'énergie, comme les JD, quoi. Mais je veux que ce soit riche de champ, de sens. Ce que je veux, c'est que ce soit en cohérence entre ce que j'aime, être utile socialement, faire gaffe à mon environnement, et puis gagner suffisamment d'argent pour que je puisse vivre décemment. Et puis pouvoir éventuellement m'acheter tout ce que je ne peux pas troquer. Alors j'ai essayé pendant 15 ans plein de choses. L'innovation, changer le management et tout, mais non, ça ne suffisait pas. Je voulais aller voir sur le grand tout, là, la base, le modèle économique. C'est quoi ton modèle économique? Alors là, j'ai entendu parler un jour, par un explorateur de l'économie, d'économie de la fonctionnalité, de la coopération et de l'efficience économique. Waouh! Déjà, il faut les apprendre, ces mots. Et puis j'ai entendu parler d'un cas, le cas de Michelin, là, qui, plutôt que de vendre des pneus, voilà, si je veux aller d'un point A à un point B, j'ai besoin de transporter un camion. Mais en fait, est-ce que j'ai besoin de vendre toujours plus de pneus? Et eux, ils se sont dit, ben non, peut-être on peut, vous connaissez cet exemple peut-être, vendre des kilomètres de pneus, l'usage du pneu plutôt que le pneu, parce qu'au final, c'est ce dont on a besoin. C'est le rouler. Alors je me suis dit, et moi, dans ma boîte, est-ce que je pourrais le faire? Alors ma boîte, c'est une agence de communication. J'ai une entreprise de service. Dès le début, j'avais un problème avec le domaine. Les gens, on est dans la pub. La pub, c'est simple. Tout le monde veut en envoyer. Personne ne veut en recevoir. Mais non, mais en termes sociaux, c'est compliqué quand même. C'est quoi, moi? À quoi je sers? Et alors, tout à l'heure, on parlait d'obsolescence programmée, mais alors, nous, c'est l'obsolescence puissance 10. On fait des outils, puis on explique à chaque fois, il faut les refaire, il faut les refaire, il faut les refaire. Ça ne me convient pas. Alors, j'ai commencé un parcours sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.
J'ai trouvé la raison d'être de l'entreprise. Et avec mes collaborateurs, avec qui je l'ai partagé, on a commencé avec les clients à co-construire une offre. Avec eux, tous autour de la table, on est parti de zéro. Et là, on a commencé à transformer l'entreprise. Et depuis 3 ans, on est en train de changer le système. Alors, je vais essayer de vous partager quelques points, même s'il y a plus de 60 points qu'on a mis en place, mais quelques-uns concrets. Avant, l'outil de com, c'est simple, on est passé comme Michelin, non pas de l'outil, mais ce à quoi il sert. Donc on ne voulait pas en vendre plus, au contraire, on voulait partir non plus du besoin, mais du enjeu. Et là, on s'est dit, ok, alors on ne va pas faire des gros produits, au contraire, on va essayer d'être le plus pertinent possible, le plus efficient, le plus rapide, l'éco-frugalité, faire mieux avec moins. On va changer notre organisation du temps. On va essayer de trouver les meilleures techniques pour notre client, sachant qu'on parle de sciences humaines. S'il y avait un outil de com qui marchait à tous les coups, ça se saurait. Alors on va fonctionner, on va prendre, on va essayer, on jette quand ça ne marche pas, on améliore quand ça marche, et quand on a la bonne recette, eh bien, on la transmet au client. On explique aux collaborateurs du client comment ça fonctionne. Et on va les faire communiquer, parce que la communication, elle est inhérente à l'être humain. On a tous besoin de communiquer. Et donc, à travers ça, on fait un levier, c'est-à-dire que, plutôt que d'être 8 à l'agence à communiquer pour eux, on va être 58 ou plus. Et un effet positif généré, c'est que finalement, ça dévalorise ces collaborateurs. Ils apprennent des techniques qui sont aujourd'hui indispensables au XXIe siècle. Finalement, on fait moins d'outils, plus de pertinence. On fait moins de temps passé pour nous et pour nos clients. Et on partage les compétences. De la communication ascensionnelle. Et on s'éclate aujourd'hui avec nos équipes et nos clients. Vraiment. Et alors, qu'est-ce qu'on fait payer pour ça? C'est souvent la question qu'on nous paye, qu'on nous pose. On nous paye aussi. Eh bien, on n'en sait rien en fait. Au début, on se disait combien ça coûte, hein, cette nouvelle expertise, cette nouvelle valeur qui se crée. On ne sait pas si elle vaut 100, 1000, 10 000. On s'est mis autour de la table avec le client et puis on s'est mis d'accord sur un prix pour que nous, on puisse vivre décemment et que lui, il s'y retrouve complètement. Plus de vie, plus d'avenant. C'est un truc de fou, le temps qu'on gagne. Et là, on a retrouvé notre cohérence. Et là, le plus fort, c'est que nos clients, ils nous disent « Mais moi, je peux le faire avec mes propres clients. Parce que c'est bien notre système, là, on aimerait bien faire la même chose. » Mais oui, faites-le. On va tout vous donner, on va tout vous expliquer. Justement, c'est parce qu'on va le faire collectivement que ça va être beaucoup plus vertueux. Et là, on rentre dans un système qui est fantastique. On croit tous ensemble. Et du coup, je suis passé d'une entreprise de service à une entreprise qui rend service. Et ça me plaît. Là, je suis à ma place. Là, je deviens une réaliste. Alors maintenant, on pourrait imaginer, est-ce que, pour le faire, est-ce qu'on a besoin de méthodes particulières? Mais oui. Comment on le fait? Simplement, la toute première chose à faire, c'est la plus dure. Retrouver son âme d'enfant. Oublier que c'est impossible. Elle nous l'a dit tout à l'heure, être rêveur et faiseur. Idéaliste, réaliste avec les contraintes. Et ça marche très bien. Cette oscillation-là, ce système, comme un battement de cœur qui me fait vivre riche de sens. Alors ce système-là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez imaginer que l'entreprise puisse générer des interactions vertueuses? Que vous ayez votre place et que votre place ait une vraie raison d'être. Que l'entreprise soit comme une famille dont on prendrait vraiment soin. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire aujourd'hui? Alors, si ce que je viens de vous dire, ça vous titille, ça vous plaît, prenez-le. Et il n'en tient qu'à vous d'en faire quelque chose. Merci, Alain.
Alors on va accueillir maintenant Valérie qui va enchaîner sur le deuxième TEDx.